j'ai une vision du développement moteur qui est vraiment multisport. Euh, pour moi, il ne faut pas spécialiser l'enfant, par exemple, très vite dans un sport avant les 10, 11 ans, et puis même un peu plus tard, hein, mais que le garçon fasse que du foot, que du foot, que du foot. Je suis contre parce que ça bride la motricité du joueur, à mon sens. Allez, c'est parti, j'ai lancé l'enregistrement. Bon, on va pas se redire bonjour, on s'est parlé déjà depuis quelques temps, Bastien. Ça fait plaisir de te retrouver. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Ça permet de reprendre des contacts. Pour la petite histoire, on s'était connus sur les bancs de la fac il y a déjà des années. On a fait des parcours différents et j'adorais vraiment avoir des échanges à l'époque avec toi. Tu te rappelles, quand on était sur Lyon, on passait des moments à discuter de la prépa et d'un tas de domaines. Donc, c'est pour ça que je voulais reprendre le contact et faire partager aussi à quelques personnes ton parcours aujourd'hui. Euh, J'aimerais Merci à toi. commencer par une première question. Excuse-moi, j'aimerais commencer par une première question avant que tu te présentes. Est-ce que tu peux me dire quand a eu lieu ta dernière séance personnelle et qu'est-ce que tu as fait? Dernière séance personnelle, moi, physique, Ouais, c'est ça. elle a eu lieu hier et j'ai fait une petite course de 20 minutes parce que je suis sous Covid. Ah, d'accord. Ah, Donc, bon, ça va. Mais bon, hier, je suis sorti courir un peu. Ça m'a fait du bien. J'étais légèrement fiévreux. J'avais envie de prendre l'air. Je suis allé trottiner un petit peu, 20 minutes au parc de la Tête d'Or. Et puis, je suis revenu tranquille. Ça m'a fait du bien. Voilà la petite anecdote. ok, top. Je voulais démarrer par une petite question qui était plutôt légère. Est-ce que maintenant tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, présenter un peu ton parcours, retracer voilà, tes expériences depuis quelques années? Ouais. Alors, je m'appelle Bastien. Je je suis préparateur physique de base. J'ai fait quelques autres métiers aussi dans l'entraînement. J'étais entraîneur. J'ai fait de la data science aussi. Mon parcours, il est assez basique, hein. Je suis issu du milieu amateur. J'ai fait du foot très jeune, donc en club, à des niveaux amateurs, hein. J'ai joué en départemental, en régional, etc. Un parcours basique, lambda, d'un joueur qui n'a pas de pied, quoi. Et, euh, et puis, je me suis dirigé sur des études en STAPS, euh, avec pour vocation de travailler plutôt dans l'entraînement. J'ai jamais été, n'en déplaise à mon père qui m'a longtemps bassiné avec le métier d'enseignant et de prof de PS. Voilà, j'ai jamais trop voulu me diriger là-dedans parce que ce qui m'intéressait, c'était plus l'enseignement du sport de haut niveau, donc l'entraînement à proprement parler. Et donc, je me suis dirigé en STAPS à Lyon. J'ai fait tout mon cursus à Lyon, hein. J'ai fait ma licence entraînement, j'ai fait mon master PPMR à l'époque. C'était pareil, même si je ne suis pas bien vieux. Euh, on s'est rencontrés là-bas d'ailleurs. Je ne sais plus si c'était au master ou pendant la licence, je ne me souviens plus. Ouais, déjà la licence, moi je suis arrivé de Valence en licence et on s'est déjà connus en licence et on a continué en master. Donc voilà, je suis issu de cette licence-là, de ce master-là, où j'ai rencontré beaucoup de professeurs très, très intéressants. Euh, voilà un petit peu pour mon parcours, on va dire, scolaire. À côté de ça, j'ai fait pas mal de petites formations privées sur 2, 3 jours pour enrichir les connaissances. J'ai passé les diplômes fédéraux, pareil, BMF pendant ma licence. Euh, voilà un petit peu pour mon parcours scolaire. Et puis ensuite, par la suite, j'ai passé une maîtrise en data science pour étoffer un peu
pour étoffer un peu les besoins maintenant du préparateur physique qui doit gérer aussi beaucoup de données. Donc, je me suis aussi orienté là-dedans. Et puis voilà. Ensuite, après, sur mes expériences pro, j'ai fait quoi? J'ai été un petit peu entraîneur de base. J'ai commencé dans l'entraînement. J'étais entraîneur dans ma catégorie, enfin dans mon club de la région où je suis issu, donc de l'Ain vers Oyonnax. Donc, j'ai entraîné au PVFC Oyonnax. Ensuite, j'ai fait un an au Cascol avec Jordan Gonzalez, qui entraîne maintenant la Duchère. Et ensuite, j'ai intégré l'OL en stage, donc à la Plaine des Jeux à l'époque. Et puis après, on est passé à mes yeux, donc à l'académie. Et puis, donc j'ai encadré voilà, toutes les équipes du centre de formation. Je suis resté presque 7 ans. Et j'étais principalement sur les catégories 14, 15, 16, 17. Voilà un petit peu mon parcours actuel. À côté de ça, j'ai aussi eu des sportifs en individuel. Et puis voilà. Ouais, on s'était aussi rapproché au début parce qu'on avait eu une formation en commun au-delà de notre formation académique et scolaire. On avait fait aussi tous les deux la formation avec Fabien, qui a amené aussi chacun de nous deux à travailler à nos niveaux avec des sportifs en individuel. Quel retour t'en as de ces expériences aussi individuelles? C'est parce qu'il y a tout l'aspect coaching donc, de l'éducateur et du prépa avec le groupe, parce qu'on est dans un sport collectif. Euh, quel- Quels aspects tu peux en ressortir de la façon de gérer un joueur individuellement? Ouais, c'est un autre métier. C'est un autre métier. C'est pas, enfin, pour moi, c'est un autre métier. C'est comme le réathlétiseur et le préparateur physique de groupe. C'est comme le préparateur physique de groupe et le préparateur physique individuel. Pour moi, c'est vraiment un autre métier. Alors, un autre métier, j'entends bien qu'il y a bien sûr, les mêmes connaissances, les mêmes acquis de base, mais c'est pas du tout la même intervention. Sur l'individuel, on est beaucoup plus proche du joueur. On intervient de façon très précise sur ses besoins, dans la méthodologie d'entraînement, dans la quantification de la charge, etc. Alors qu'en collectif, même si on doit se rapprocher au maximum de la personnalisation, de l'individualisation, euh, c'est utopique de se dire qu'on est aussi précis quand on entraîne un groupe que quand on entraîne un joueur. Donc, voilà, après, pour moi, ça a été des expériences qui sont très riches et très complémentaires parce que tu apprends l'une dans l'autre. Tu peux emmener ce que tu fais dans le collectif dans l'individuel et tu peux surtout emmener ce que tu fais dans l'individuel dans le collectif. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant de mêler les deux, en tout cas au début, parce que tu apprends l'un dans l'autre. Voilà. Ouais, je suis d'accord, je te rejoins sur l'aspect précision et justesse de notre intervention et aussi sur la psychologie parce que je pense que quand tu es jeune éducateur, jeune préparateur physique, que tu rentres un peu dans ce milieu-là, tu as besoin aussi de parfaire ton image, ton langage non verbal, ta façon de communiquer et le fait d'être parfois qu'avec un joueur, ça t'aide ensuite à communiquer de manière plus simplement et de prendre un peu de la confiance face à un groupe. Je pense que c'est aussi un des aspects à prendre en compte, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Je voulais rentrer aussi dans un sujet, c'est aussi pour ça que je t'ai invité. Tu nous as parlé de ton intervention à l'Olympique Lyonnais, où tu es Ouais. resté plusieurs saisons. Je voulais donc parler un petit peu des spécificités du jeune sportif et notamment du jeune footballeur. Je pense que tu es un expert dans ce domaine et on dit souvent que l'enfant, ce n'est pas un adulte en miniature. On connaît tous cette phrase. Est-ce que tu peux nous présenter et nous évoquer voilà, les principales différences et spécificités du jeune footballeur? La spécificité principale, on va dire, et qui du coup va découdre plein de choses derrière, ça va être la croissance.
La croissance chez les jeunes sportifs, c'est une période qui est très délicate pour lui déjà, pas pour, en premier abord, pas pour les entraîneurs, pas pour les préparateurs physiques, pour lui, parce qu'il va se passer plein de choses pendant cette période-là, que ce soit sur le plan musculaire, sur le plan hormonal, sur le plan psychologique aussi. Et, et donc, du coup, il est vrai que à cette période-là, faut faire très attention aux joueurs. Donc, il y a plein de périodes, on va dire, durant l'enfance, hein. Il y a on va dire l'enfance avant la période de croissance, avant l'adolescence, où bah, c'est plus facile de développer l'enfant, notamment sur le plan moteur. Et, et là, moi, enfin, j'ai une vision du développement moteur qui est vraiment multisport. Euh, pour moi, il ne faut pas spécialiser l'enfant, par exemple, très vite dans un sport avant les 10 11 ans, et puis même un peu plus tard, hein, mais que le garçon fasse que du foot, que du foot, que du foot. Je suis contre parce que ça bride la motricité du joueur, à mon sens. Et le fait qu'il pratique d'autres sports, ça va lui développer une aisance motrice, j'ai envie de dire, en tout cas une faculté à développer d'autres gestes qui va lui servir plus tard dans son sport, que ce soit le foot ou un autre sport. Et après arrive la période de croissance, où là, donc là, il y a plusieurs spécificités, notamment la gestion de la charge d'entraînement. Euh, c'est important que les entraîneurs, les préparateurs physiques, le staff technique prennent ça en compte parce qu'on va avoir à ce moment-là beaucoup à gérer en tout cas bah, tout ce qui est ostéochondrose, donc, toutes les pathologies un petit peu au niveau du cartilage de croissance, des épiphyses, des apophyses, etc. Et donc là, il faut faire attention en fonction du pic de croissance, de la maturité du joueur, à pas trop surcharger l'organisme et à faire attention à ce niveau-là. Parce que déjà, un joueur qui ne s'entraîne pas, c'est un joueur qui ne progresse pas, malheureusement. Et puis, ça peut par la suite engendrer des complications quand il sera plus grand. Donc, pour moi, la spécificité principale, voilà, c'est la croissance et la gestion. Et puis ensuite, quand c'est un petit peu plus stable au niveau de son corps, au niveau de ses émotions, là, tu peux commencer à travailler, tu peux aller commencer à mettre de la muscu, enfin, de la vraie muscu, tu peux commencer à charger, on va dire, et puis après à dérouler et à développer et à finir le développement. Ça ne veut pas dire diminution de la charge, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Au contraire, ça veut dire qu'on va travailler différemment. On va plutôt être sur la construction technique, sur l'apprentissage, etc., pour lui permettre ensuite, quand on va pouvoir le développer, déjà à pas faire tout ce travail d'apprentissage, etc., mais à pouvoir déjà commencer à travailler. Et puis, tu t'y retrouves en termes de prévention, tu as des joueurs qui sont moins blessés. Et en termes de développement, tu as des joueurs qui se développent plus rapidement. Tu as plus de possibilités de travail derrière. Donc pour moi, c'est primordial pendant cette période de croissance, un, de prendre en compte la spécificité et donc de diminuer la charge d'entraînement. Deux, de ne pas se dire diminuer la charge d'entraînement, c'est ne pas travailler ou moins travailler. Non, c'est travailler différemment et accentuer le travail sur le développement technique, l'apprentissage, la compréhension de son corps, etc. Ouais. Après, tu as une spécificité qui est plutôt de l'ordre psychologique, où tu as des garçons qui sont pas linéaires, c'est-à-dire que la psychologie évolue très rapidement à ce moment-là. Tu vas avoir des joueurs qui vont souvent un petit peu perdre en confiance parce qu'ils perdent des repères en termes de croissance, etc. Enfin, voilà, ça t'arrive souvent de voir des gamins, par exemple, tomber sur le terrain sans voilà, une marche arrière, ils tombent. Mais c'est pas de leur faute. Voilà, sur le plan moteur, il se passe des choses. Et donc, du coup, eux, en manque de repères, souvent en manque de confiance. Donc, il faut aussi les accompagner pardon, sur cet aspect-là. Et puis leur dire que tout va bien se passer et que c'est la vie et que voilà.
Ouais, voilà, on a un rôle d'accompagnant et un rôle vraiment où on doit chercher à aider le jeune athlète. Comme tu l'as dit, il faut arriver à lui faire comprendre que tous ces changements anatomiques et physiologiques, ils sont normaux. Tous ces changements, ils vont amener à des modifications structurelles. Et pour reprendre dans l'ordre, j'ai bien aimé parce que je pense que c'est un point sur lequel il faut insister. Parce que de plus en plus, je m'aperçois que c'est une chose qui est trop peu comprise et trop peu mise en avant. C'est attention à l'hyperspécialisation précoce. Je suis aussi de cet avis. Les Canadiens ont développé le DLTA, le développement à long terme de l'athlète. Et c'est vrai que sur cette période de l'enfance, comme tu dis, le répertoire gestuel, il passe aussi par une diversification des pratiques. Donc, qu'est-ce que toi, tu préconiserais de mettre en place ou qu'est-ce que vous aviez mis en place dans une structure professionnelle à cet âge-là? Moi, je préconise tout sauf le football. Qu'on soit, voilà, qu'on soit clair. Alors attention, hein, sans le faire la surcharge d'entraînement, c'est-à-dire on ne va pas faire entraînement le matin et autre sport l'après-midi, entraînement le matin, autre sport l'après-midi, entraînement le matin, autre sport l'après-midi. Non, c'est pas ça, mais c'est remplacer une activité par une autre. Euh, alors moi, personnellement, j'aime bien tout ce qui est sport de combat, j'aime bien tout ce qui est sport dans un autre milieu, comme la piscine par exemple, comme le beach soccer, sur des milieux qui sont pas comme du synthé, de l'herbe, etc. Euh, Bien tout ce qui est sortie, course d'orientation, toutes ces choses-là. J'aime bien, ouais, sport de combat, j'aime beaucoup. Parce que pour moi, tu as aussi un aspect psychologique qui est très important, au-delà de l'aspect physique qui est énorme. Et puis, badminton. Badminton, j'adore, parce que c'est un sport, le badminton, où tu es allé regarder des vidéos de badminton et regarder uniquement le bas du corps et regarder ce qui se passe au niveau des jambes et au niveau des pieds. C'est incroyable. C'est incroyable. En termes de vivacité et d'agilité, tu retrouves des crossovers, des pas chassés, tu retrouves des petits appuis, des talons, des pointes de pied. Tu retrouves en fait une richesse en termes de mouvement au niveau du pied et au niveau des membres inférieurs qui sont extraordinaires. Et j'ai construit des séances de vivacité, moi, sur des vidéos que je regardais de badminton. Donc, le badminton, j'adore. Euh, Plein d'autres sports. En fait, la richesse des sports, elle est infinie. Enfin, ce que j'ai mis en place, moi, j'ai aussi fait de la gym. J'ai fait de la gym, j'ai fait des sports de combat, j'ai fait de la natation. Euh, voilà, des sorties ludiques, du basket. J'ai touché un petit peu à tous les sports et chacun apporte une richesse supplémentaire sur le plan moteur. Après, vraiment, mon top un c'est le badminton. Sûr. Le badminton, en termes de déplacement moteur, pour moi, c'est du top, top, top. Voilà, badminton, sport de combat. Mes petites. Mes préférés, on va dire. Tes préférences, ouais. Ouais, c'est top. C'est vrai on a tous en tête, je pense, et tous ceux qui écouteront ce passage dans nos clubs respectifs, les jeunes qui arrivent, et ça se voit, ça se voit de manière naturelle, hein. Quand un gamin arrive à 10, 11, 12 ans, en ayant fait d'autres activités avant, souvent il est en avance. Pas croire Rien à que, voir. faut pas croire que manquer ces premières années de foot, je dis pas qu'elles sont pas importantes, mais par contre, un gamin qui arrive en ayant fait du tennis, en ayant fait de la gym, en ayant fait des sports de combat, ça peut être de l'athlétisme. Souvent, il arrive et il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a développé vraiment son langage du corps, sa capacité à se déplacer dans tous les sens et à contrôler vraiment son corps dans l'espace. Et ça, je pense que c'est important. Mm.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, pour nuancer un peu, pour moi, faut quand même qu'il ait une activité foot parce que le rapport au ballon est quand même hyper spécifique. Au final, tu as peu de sports où tu conduis le ballon avec les pieds. Et donc, tu conduis le ballon avec un pied, tu en appuies sur l'autre. Et ça, c'est quand même hyper spécifique au foot. Donc, à mon sens, il faut un garçon qui fait du foot et en plus fait d'autres sports à côté va pouvoir se développer de façon plus aisée que juste un footballeur. Ouais. Et deuxième des choses, c'est que sur l'aspect des sports, euh, une des caractéristiques moi, je vois en tout cas, que j'ai vu et qui me semble importante, c'est qu'un garçon qui va faire des sports individuels, par exemple, il va avoir une psychologie au sport qui va être un rapport, en tout cas, à la psychologie au sport, à l'effort, qui va être différente. Il va avoir une faculté, pour moi, à se remettre plus facilement en question, à se dépasser, voilà, sur le plan physique, psychologique, de façon plus importante. Et les sports individuels, tu es, tout seul. Tu es, seul face à toi, seul face à ta performance. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas gagné parce que c'est l'autre qui t'a fait une mauvaise passe, ou etc. Donc, le sport individuel a une richesse que les sports collectifs, euh, pour moi, ne peuvent pas avoir. Et vice-versa, hein, tu as des richesses dans le sport collectif, l'abnégation, la générosité, que tu retrouves peut-être moins dans les sports individuels. C'est pour ça que de pratiquer un sport individuel à côté, c'est quand même un gros, gros plus. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs études là, qui sont sorties il y a quelques années en arrière qui disaient que justement le fait de pratiquer d'autres sports que, que son sport de prédilection, en tout cas avant la spécialisation qui arrive un peu à l'adolescence, après l'adolescence, favorise justement le fait de sortir professionnel ou de sortir vraiment dans le haut niveau dans son sport. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est ce que vous aviez mis en place. C'est ce que des centres de formation mettent en place, même à l'étranger, que ce soit en Angleterre, que ce soit à l'Ajax d'Amsterdam. On sait très bien que sur les jeunes catégories, ils ont vraiment une méthodologie, un plan de développement en intégrant d'autres activités. Donc, c'est top. Pour continuer dans la chronologie, tu nous as parlé ensuite de la deuxième phase, donc de l'adolescence au niveau du pic de croissance, quelques années avant ou après, la gestion des charges. Qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans ce sens sur la gestion des charges et sur comment arriver à gérer le pic de croissance? Voilà, un éducateur qui veut se renseigner sur ça. Ouais, alors il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Moi, j'utilisais l'indice ce que j'appelle l'indice de maturité, c'est-à-dire l'écart par rapport au pic de croissance. Donc, bon, il y en a plusieurs dans la littérature, hein. Il y a Tanner, Merwald, Moore, etc. Donc, en fait, c'est un indice justement qui va te donner un petit peu en termes d'années l'écart par rapport au pic de croissance. Donc, il peut être négatif, il peut être positif. Pour un joueur qui n'a pas passé son pic, c'est négatif. Et pour un joueur qui a passé son pic, c'est positif. Et donc, moi, ce que je mettais en place, ça va sur cet indicateur-là, en tout cas, pour les joueurs qui se situaient entre -1 et plus 0,8 de leur pic de croissance, j'avais une action notamment en termes de charge d'entraînement, en tout cas de charge mécanique, c'est-à-dire que j'allais diminuer la charge mécanique. Par contre, à la place, ils ne font pas rien, ils font autre chose. Ils font un apprentissage, ils travaillent sur un besoin, ils travaillent sur autre chose, mais sur le plan mécanique, en tout cas, sur une charge qui allait engendrer un stress important, on déchargeait. Donc, ça peut être décharger l'exercice en lui-même, on diminuait la charge du joueur, ou ça peut être on enlève l'exercice et on fait un autre exercice à la place. Et donc ça, c'est une action que j'avais sur cet indicateur-là. Ça permet de mieux appréhender les tendinopathies,
parce qu'elles sont aussi présentes à cet âge-là, et surtout les ostéochondroses. La deuxième des choses, c'est que pendant cette période-là, à partir de on va dire de -2, -2,5, il y a un gros travail qui doit être fait sur le contrôle neuromoteur, la posture, et qui doit être après, qui doit être continué, bien sûr, après, à 16, 17, 18 ans. Mais à cet âge-là, il faut vraiment leur apprendre à contrôler leur corps, à avoir des bonnes postures, et ça va leur permettre voilà, de mieux appréhender les mouvements, d'être mieux en termes de prévention, et il y aura beaucoup moins surtout d'ostéochondrose, de diminution des blessures sur les apophyses, les épiphyses de la hanche. Ça, c'est quelque chose qu'on avait mis en place et qui avait plutôt bien fonctionné. Euh, donc voilà, les deux actions vraiment importantes pour moi qui sont transversales, c'est l'apprentissage de la posture, le, le contrôle neuromusculaire, etc. Et la diminution de la charge d'entraînement, ou je dirais plutôt le remplacement de la charge d'entraînement par une charge qui stresse moins l'organisme. Encore une fois, par rapport à ce qu'on disait au tout début, c'est la difficulté du sport collectif, c'est qu'en même temps, on a une action pour agir sur ces aspects-là, ce qui montre voilà, notre volonté de gérer les charges d'entraînement et de bien faire. Mais malgré tout, le joueur, il doit aussi être sur le terrain, il ne va pas s'arrêter pendant 3 ans. Tu vois, donc, on est Vraiment, obligé de faire des choix et d'avancer. Après, c'est sûr que c'est toujours délicat à gérer. Déjà, c'est délicat. Ça peut être délicat aussi parce que tu peux aussi avoir des actions, par exemple, sur les jeux collectifs. Si tu fais des 2 contre 2, des 3 contre 3, des 4 contre 4, tu sais que c'est des exercices qui vont solliciter sur le plan articulaire et tu peux demander aussi à ton coach de gérer un ou un joueur. Après, ça va dépendre du staff aussi dans lequel tu travailles, etc. Après, il y a des coachs qui vont te dire aucun problème, nous, on adapte. Et puis, tu en as d'autres qui vont être plus réticents. Et donc là, il faudra trouver justement des autres moyens de décharger le joueur. Mais c'est sûr que sur l'aspect collectif, des fois, c'est plus compliqué. Après, il y a des possibilités. Tu fais des groupes de travail en fonction de la maturité des joueurs. Ça, c'est des choses qui sont faisables. Alors, ouais, ça s'organise, etc. Mais bon, maintenant, ça commence, je pense, à rentrer dans les pratiques. Et de plus en plus, quand même, tu arrives à avoir des groupes de travail qui permettent d'individualiser quand même les charges d'entraînement. Ouais. Ouais, c'est très clair. En tout cas, c'est riche, hein, c'est top. J'espère que ceux qui écoutent vont en prendre des notes parce que ce que tu es en train de dire là, c'est quand même important pour ceux qui interviennent dans ces catégories-là. Je pense on s'en sort que meilleur pour le joueur et pour l'éducateur ou le prépa quand on prend en compte ces aspects-là en termes de développement, tu l'as dit, en termes de performance et de limitation du risque de blessure. Donc voilà. Pour continuer dans notre frise chronologique, le dernier virage sur le développement du joueur avant qu'il arrive à l'âge adulte, tu l'as dit, c'est l'âge où, à la sortie de ce pic de croissance, à la fin de l'adolescence, où tu vas commencer à construire tes techniques en musculation. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que toi, tu mets en place sur des exemples concrets? Eh ben, alors, si tu as respecté, on va dire, ton continuum d'apprentissage, normalement, ton mec, il arrive à +1 après son pic de croissance. Il arrive, il sort de la croissance. Sur le plan technique, normalement, il doit être capable de faire les mouvements basiques, bon, voilà, squat, soulevé de terre, développé couché, tirage, etc. Peu importe le mouvement, en fait, j'ai envie de dire. Mais il doit être capable de faire ce mouvement-là avec un jalon, avec une barre lestée, avec une barre légère.
Et donc là, à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir commencer le travail de musculation. Donc, pour moi, le premier aspect à regarder rapidement, ça va être la technique du mec sur le mouvement avec une barre à vide. Voilà, une barre à vide. Faut pas avoir peur de mettre les mecs sous les barres hein, quand ils ont passé le pic. Après, enfin, pour moi, hein, c'est mon avis, quand ils ont passé le pic, quand ils sont structurés, après, à un moment donné, il faut y aller. Donc, il faut commencer à mettre les mecs sous les barres. Ah, évidemment, on ne va pas mettre le mec sous 80, 120 kilos tout de suite. Mais à mon sens, il faut mettre le mec sous la barre à vide, et puis on regarde comment ça se passe. Parce qu'une barre à vide, tu as déjà quand même 20 kilos sur le dos. Tu regardes comment ça se passe. Bon, alors, logiquement, au départ, il y a beaucoup d'ajustements à faire parce que entre une barre lestée et un jalon, sur le plan technique, c'est pas pareil que quand tu as une barre à vide. Mais si ton joueur il a bien développé son mouvement, il va vite être capable de réguler son mouvement en termes de coordination notamment et d'équilibre. Et puis, donc avoir un premier travail sur l'apprentissage technique avec faible charge. Euh, donc voilà, ça pour moi, c'est le premier point à développer. Ensuite, on va avoir un deuxième point qui va être regarder la technique du joueur sous fatigue. Donc, on peut commencer à mettre un petit peu d'endurance de force et de se centrer sur la technique du mec sous fatigue. Et quand ces points sont validés en termes de technique et en termes de fatigue, en termes de maturité, quand ces 3 points sont validés, pour moi, après, on peut aller commencer à développer la force de l'athlète, donc avec toutes les composantes de la force, hein, l'hypertrophie, la force, l'explosivité. Et après 1 an et demi de pratique, je dirais 1 an et demi, 2 ans, on peut commencer après aller sur de la force max. Et il ne faut pas avoir peur. En tout cas, je n'ai pas peur, moi, d'aller sur de la force max sur des jeunes. Et puis voilà, quoi. Tant qu'en fait, juste, il faut avoir cette idée en tête, c'est qu'on ne construit pas une maison sur des marécages. Tu peux avoir un mec qui arrive, par exemple, dans une structure de haut niveau à 16 ans, qui n'a pas eu d'apprentissage technique dans son club, par exemple amateur, ou même une structure de haut niveau, qui n'a pas eu d'apprentissage technique. Et ben, ce mec-là, effectivement, il va avoir du retard en termes d'apprentissage des postures sur la musculation. Et en termes de continuum, tu ne pourras pas le mettre tout de suite sur les mêmes aspects que les autres. Il y aura des choses à aller valider avant. Donc, l'idée, c'est tu ne construis pas une maison sur des marécages. Donc, construis déjà une base solide en termes d'apprentissage, de technique. Dès que la maturité, on est bon. Après, derrière, si tous les voyants sont au vert, eh ben, on y va, on développe. Et puis c'est comme ça que les mecs vont gagner en puissance. Ouais, ouais, c'est top. Et même si, pour continuer ton analogie, même si tu construis ta maison sur des bases solides, ça prend aussi du temps. Ta maison, elle ne se construit pas en une semaine ou deux. Donc, ça se construit avec le temps. Tu as parlé d'une temporalité de 1 an et demi, 2 ans. On pourrait même l'étendre à l'échelle d'une carrière, en fait. Parce qu'à partir du moment où on commence à construire cet apprentissage technique, c'est pour que le joueur il puisse s'en servir tout au long de sa carrière. Ouais, Donc, bien sûr. ça prend du temps. Il faut y aller avec précaution et pas avoir peur, du coup, de ce que tu dis, de monter en charge. Et je dirais même, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est qu'en fait, tu parles de construction technique en muscu, donc après ce pic de croissance avec charge légère. On pourrait même en fait profiter de l'enfance ou de la préadolescence pour intégrer ces mouvements-là à poids de corps. On en voit souvent, surtout sur la méthode américaine, enfin même anglo-saxonne, des exercices à poids de corps où on profite de la mobilité articulaire de ces jeunes sportifs. Et en fait, ça permet, par mémoire de répétition, de garder une certaine aisance pour les futures années parce que on peut vite arriver aussi à 14-15 ans et commencer une construction technique en musculation avec des jeunes sportifs, des jeunes footballeurs qui sont vraiment en déficit de mobilité et ça aussi, ça prend du temps. Ah, bien sûr. Ouais, bah, l'idée, c'est ça, en fait, hein, c'est d'apprendre les mouvements dès le plus jeune âge, hein, dès 12, 13 ans. On apprend même à 11 ans, on apprend déjà les mouvements à poids de corps, etc. Puis
quand on, quand on, euh, quand on progresse plus tard et qu'on va commencer à venir sous les barres, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'en termes de coordination, les mouvements ils sont déjà créés. Alors, ils vont devoir se réguler parce que tu vas mettre de la charge. Donc, effectivement, ça va changer un petit peu le rapport au mouvement. Mais si tu as ton mouvement qui est déjà créé, si tu as déjà une coordination intermusculaire sur ces types de mouvements-là, eh ben, très vite, tu vas pouvoir te calibrer. Et donc, tu vas très vite progresser derrière, quoi. Tu ne vas pas avoir tout ce temps de travail où tu vas devoir apprendre en fait, ton mouvement. Ouais, En clairement. termes de coordination intramusculaire. Clairement, ouais, parce que tu travailles pour le sportif au moment T, mais tu travailles aussi surtout pour les Surtout, éducateurs et les staffs qui vont le récupérer dans 3, 4, 6 ans. Et à ce moment-là, ces staffs-là espèrent que la partie du job aura été faite avant, quoi. C'est important. il y a une chose aussi qui est hyper importante pour moi, c'est que en fait, quand tu récupères, ouais, c'est une problématique hein, que je mets en avant un petit peu, j'ai vécu au centre de formation. Quand tu récupères des mecs qui n'ont aucune technique, aucun apprentissage sur la musculation, alors déjà, ce n'est pas de leur faute. Mais la problématique, c'est que déjà, souvent, tu arrives dans un nouveau club. Donc, il faut s'intégrer. Il faut être bon sur le plan, voilà, sur le plan du sport, etc. Et en plus de ça, eh ben, tu es déjà en retard avec les autres. Donc, nous, on ne peut pas les mettre sous les barres, etc. Donc, le mec, tu vas déjà le. En fait, indirectement, ça va l'isoler un petit peu du groupe parce il a un retard à combler. Et psychologiquement, ça peut être déjà que c'est des périodes compliquées en termes d'intégration, etc. Donc, psychologiquement, le joueur, après, il peut aussi perdre confiance. Donc là, il y a aussi un accompagnement hyper important à faire sur le plan psychologique, de lui dire, bah, écoute, c'est pas de ta faute, quoi. Donc, tu vas apprendre, tu vas vite progresser, et puis tu vas raccrocher le wagon avec tout le monde. Et ça, c'est pour les joueurs qui ont une maturité, je dirais, identique. Pour les joueurs qui ont une maturité différente en fonction des catégories. Donc, pour une même catégorie, il y a des joueurs qui peuvent avoir des types de travail totalement différents. Et ben là, il faut aussi avoir un accompagnement psychologique, je dirais, avec le joueur et lui dire, écoute, voilà, c'est chaque chose en son temps et puis tu vas progresser et puis c'est pas grave de, de travailler différemment. En fait, il faut vraiment amener la chose comme ça, c'est qu'on travaille différemment. On ne travaille pas moins, on ne travaille pas moins bien, on travaille juste différemment. Parce que les joueurs, à cet âge-là, ils vont avoir tendance à se comparer parce que c'est l'âge un petit peu où tu veux t'affirmer, c'est l'âge de l'ego. Et ils vont te questionner, ils vont te dire, mais pourquoi moi je fais ça? Pourquoi moi, je ne suis pas capable de faire ça? Pourquoi tu crois que je ne suis pas capable de faire ça? Non, je sais que tu es capable de le faire. Si tu ne le fais pas, c'est pour te protéger. Donc, c'est amener le travail différemment. Et c'est hyper important. Ouais, c'est top. Euh, Du coup, je pense qu'on le décèle quand même un peu, mais j'aimerais te poser la question pour résumer un petit peu tout ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu penses? C'est vraiment ton système de pensée là sur les centres de formation, plutôt francophones actuellement. Donc, t- parle-nous de ta vision. Qu'est-ce que toi, idéalement, tu mettrais en place donc en axe de travail, est-ce qu'il y a des manques? Est-ce qu'il y a des choses que tu utiliserais? Quels sont les modes de travail athlétique, plutôt intégrés, associés, dissociés? Voilà, explique-nous un petit peu ton point de Alors, vue. moi, ma vision, alors déjà, malheureusement, j'ai connu, enfin, j'ai travaillé que dans un seul centre de formation, qui est l'OM. Alors, je sais un petit peu comment les autres travaillent, parce qu'on discute avec les collègues, etc. Mais je n'ai pas une vision vraiment en interne de ce qui peut se passer dans les autres centres de formation. Moi, en fait, ma vision sur la préparation physique, sur les méthodologies d'entraînement, etc., elle est simple. C'est que je pense qu'il n'y a pas de recette miracle et je suis un profond partisan du mixte. C'est-à-dire, je m'explique, je pense que les extrêmes, c'est toujours dangereux.
C'est-à-dire qu'une préparation physique, un entraînement full intégré, pour moi, il peut y avoir des manques. Un entraînement full dissocié, pour moi, il peut y avoir des manques. Et je suis même sûr qu'il y aura des manques. Donc, je suis plutôt partisan de travailler de façon dissociée de temps en temps, de travailler de façon intégrée de temps en temps, de travailler de façon associée de temps en temps, parce que chaque méthode a ses avantages et a ses inconvénients. Et je pense, en tout cas c'est ma façon de travailler, qu'il faut travailler sur toutes les méthodes. Et puis, si tu travailles avec des coachs qui veulent travailler que sur une seule méthode, pour moi, dans la carrière du joueur, ça peut être important qu'il ait différents coachs, différentes méthodes de travail. Enfin, faut le voir à l'échelle d'une saison où on peut travailler différentes méthodologies, mais aussi il faut le voir à l'échelle de la carrière. C'est-à-dire que si sur une saison, il travaille sous une seule méthodologie, peut-être que d'aller voir d'autres méthodologies les saisons suivantes, ça va être bénéfique pour lui. Voilà un petit peu sur ces aspects-là. Après, j'ai travaillé, franchement, j'ai travaillé sur toutes les méthodologies. J'ai fait des saisons où j'ai fait presque que du dissocié. J'ai fait des saisons où j'ai fait que de l'intégré en périodisation tactique. J'ai fait des saisons où j'ai fait de l'associé. J'ai- Pour moi, en fait, la richesse de l'intervention, c'est vraiment d'aller chercher des choses différentes. Après, bon, comme tous les préparateurs physiques, j'ai des impondérables. Le développement, pour moi, à un moment donné, il faut avoir un développement d'explosivité, de la puissance, développement de la force. C'est primordial. Mais ma philosophie, c'est force, explosivité, plus, endurance derrière. Et puis, de façon transversale, développement de la mobilité et de la stabilité. Ok. Et selon l'âge, est-ce que toi, sur un, on va dire de 8-10 ans jusqu'à 16-18, le pourcentage de chaque mode d'intervention, est-ce qu'il varierait selon toi ou est-ce que il faut mettre de tout à tous les âges? J'ai tendance à dire que chez les plus jeunes, c'est quand même important de base, normalement, et ça devrait rester la norme, même si ça l'est de moins en moins. Normalement, un jeune, il vient pour se faire plaisir, il aime le sport. Donc, il faut lui donner ça aussi. Euh, donc, j'aurais tendance à dire que plus le garçon est jeune, plus le travail doit être intégré à proprement parler. Et plus on va vers le haut niveau, et plus on peut se permettre de dissocier les choses. Le dissocier, ça va notamment enlever, enfin, la plupart du temps, les joueurs vont prendre moins de plaisir dans le travail dissocié. Par contre, il est riche sur plein d'autres aspects, notamment les aspects psychologiques. Donc, le très jeune joueur, enfin, je ne vois pas l'intérêt de faire courir un mec qui a 10 ans autour d'un terrain. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt, quoi. Il n'y a Ouais. aucun intérêt pour le jeune, pour toi. Par contre, quand tu vas aller un petit peu plus haut, oui, il y a de l'intérêt. De l'intérêt et encore une fois, pour refaire un pont avec ce qu'on a dit tout à l'heure, le dissocié apporte aussi une richesse et une précision dans ce qu'on va mettre en place voilà, dans les cibles de travail. Tout comme l'intégrer apporte une l'intégrer apporte des incertitudes sur le plan cognitif, sur le plan tactique, que tu ne pourras jamais retrouver dans le dissocié. En fait, chaque méthode a ses gros avantages et ses gros inconvénients. Parce que travailler physiquement sans aspect cognitif, etc., sans ballon, c'est un gros désavantage. Par contre, travailler physiquement sans avoir un réel retour quantifiable sur la charge d'entraînement, c'est aussi un gros désavantage. Et même si ça tend quand même à changer avec l'apport des GPS, l'apport du live, etc. Donc, ça, c'est des choses qui sont quand même intéressantes, en tout cas dans les structures de haut niveau, pour développer des choses hyper intéressantes sur le travail athlétique. Ouais. Super.
Si tu avais demain, que tu étais dans un club ou non, mais si tu avais accès à un budget illimité et à des moyens infinis, comment tu les dépenserais-tu? Est-ce que ce serait des investissements raisonnables? Est-ce que tu as des outils qui t'intéressent vraiment aujourd'hui? Ouais, bah, c'est sûr. Excuse-moi, je suis un peu covidé, comme je t'ai dit tout à l'heure. Euh, ouais, évidemment, il y a des outils pour moi qui sont impondérables. Euh, les outils un peu type testing, euh, les cellules de vitesse, euh, tout ce qui est travail de détente, peu importe l'outil, j'ai envie de dire, hein, mais, à ces niveaux-là. Ensuite, ouais, tout ce qui peut être aussi lactatémie. Ensuite, les GPS, pour moi, c'est indispensable maintenant. Euh, voilà. Et puis une bonne salle de musculation. Une bonne salle de musculation avec un espace où tu peux bouger, où c'est fonctionnel, où tu peux courir, tu peux mettre un peu de chariot, etc. Pour moi, c'est vraiment les impondérables. Une bonne salle de musculation assez grande où tu as de l'espace, euh, des GPS, et puis go. En fait, je suis un grand fervent de la technologie, des données, etc., comme je te l'ai dit. Par contre, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. À un moment, le football, c'est le terrain, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et en club pro, j'ai envie de dire, tu entraînes comme en club amateur. Tu as des cônes, tu as des coupelles, tu as des ballons, tu as des chasubles. Après, c'est toi et ton cerveau et ce que tu fais sur le terrain. Donc, si tu me donnes les moyens illimités, je te fais une bonne grande salle de musculation, des GPS, et déjà, tu peux mais très, 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 très bien travailler. Voilà. Et même si tu n'as pas de moyens, ta salle de muscu, tu peux réussir à te la bricoler. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas trop de soucis. Tu vas chercher des pneus, tu vas chercher ci, tu vas chercher ça. Tu essaies de te bricoler un petit truc. Et puis voilà, quoi. On a ce point commun, hein. On a ce point En fait, je commun. suis pas hyper. Il faut un peu se détacher du matériel. La science de l'entraînement, c'est déjà ce que tu es capable de transmettre à ton joueur, ce qu'il va faire sur le terrain, ce que tu vas pouvoir lui proposer. Derrière, si tu as des outils technologiques, si tu as tout ça, c'est bien. C'est bien, tu vas pouvoir être plus précis, tu vas pouvoir optimiser le travail, tu vas pouvoir travailler un petit peu mieux. Mais il ne faut pas oublier l'essence du métier. Il y a 20 ans en arrière, on n'avait pas tout ça. Et pourtant, 98, on est champion du monde. 20 ans plus tard, on est aussi champion du monde avec tout le matériel qu'on connaît maintenant. Bon, évidemment, ça évolue. Il faut se maintenir avec son temps. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas oublier le foot au milieu de tout ça parce qu'on a tendance maintenant à être surchargé en termes de données, surchargé en termes d'outils technologiques, etc. Euh, voilà, c'est très bien, il faut les utiliser, il faut qu'on soit plus précis. Par contre, il ne faut pas oublier l'essence même du sport. Ouais. Après, ce que j'aime bien, c'est le 10-80 aussi, que j'ai découvert récemment. Je trouve que c'est un outil intéressant dans l'approche du spectre force-vitesse. Je trouve que c'est un outil qui est hyper intéressant. Après, tu me donnes moyen limité, je le prends, quoi. Ok, ok. Donc, si je résume, tu m'as mis des cellules photoélectriques pour prise de vitesse, donc un outil d'évaluation et de testing sur la détente, sur les sauts, peut être un opto-jump ou autre, prise de lactatémie, des GPS, une salle de muscu correcte et un 10-80, c'est pas mal. Et je m'attendais à ce que tu me parles de moyens aussi humains, parce que tu l'as dit aussi un peu dans ton intervention, mais au final, Ouais. les moyens humains, ils sont importants parce que tu peux avoir tous les outils si tu n'as pas le cerveau, comme tu as dit. Et c'est là Non, où je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, où on a aussi ce point commun depuis des années, c'est qu'on arrive à se sortir de situations avec la réflexion et à trouver des exercices, à arriver à bricoler un truc pour faire un exercice. Et c'est ça aussi qui va faire la richesse de ton intervention, quoi. bah, c'est une certitude, ça. C'est une certitude. C'est vrai que la question, je l'ai compris directement sur le plan matériel. Mais si tu me laisses le choix entre avoir tout ce matériel
et avoir une équipe de prépa, le choix, il est clair, hein. Il est très clair. Tu prends l'équipe et tu n'as pas besoin du matos pour faire progresser les mecs. Tu as beau avoir tout le matériel que tu veux, si tu n'as pas des bons mecs qui te font progresser les joueurs, que ce soit des prépas, des coachs, etc., hein, pas que la préparation physique, mais c'est des outils qui ne servent à rien. Comme on dit, c'est des outils. C'est pas eux qui vont faire que ton joueur il va être plus rapide, hein. Plus rapide, plus fort. Non, c'est ce que toi, tu vas lui faire pour qu'il soit plus rapide et plus fort. Ouais. Donc, évidemment, euh, l'équipe pédagogique, elle est primordiale pour le développement des jeunes et des sportifs en général. 100% d'accord. Euh, on, on ferme un peu la parenthèse euh, des jeunes pour passer à une autre facette de ton parcours que tu as évoqué tout à l'heure. Donc, tu as quitté le club il y a quelques temps maintenant pour effectuer et te spécialiser dans les data. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette volonté et sur ce que t'inspire le monde des data aujourd'hui? Ouais. Alors, en fait, il y a quoi? Il y a 2 ans et demi de ça. euh, donc, je travaille à l'OL et je me rends compte que je suis submergé de données, mais submergé, submergé, submergé. Il y a les GPS, il y a les wellness, il y a ci, il y a ça. Et en fait, je me rends compte que je passe plus de temps, donc je prépare mes séances, etc. Je fais mes séances, etc. Et derrière, j'ai des heures de travail sur l'analyse, l'interprétation des données, etc. Qui pour moi est un rôle important et qu'il faut avoir. La donnée, il ne faut pas l'ignorer, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui va te permettre d'optimiser, d'objectiver ton intervention, donc l'analyser également. Donc, c'est des choses qui sont pour moi très, très importantes. Par contre, je me rends compte que j'y passe un temps monstre, quoi. J'y passe un temps monstre parce que je cherche, je suis pas. Alors, je me débrouille, hein, en termes de données. J'ai fait un peu de stats voilà, au master, etc., comme tu le sais. Et donc voilà, je me rends compte que j'ai un manque là-dedans. Donc, je décide de me former petit à petit. Donc, au départ, je me forme tout seul. Et puis après, là, je passe cette année une maîtrise en data science qui est orientée plutôt dev, etc. Et en fait, l'idée principale derrière, la première idée, ça a été, il faut que je gagne du temps dans mes analyses. Parce que le temps que je perds dans mes analyses de données, c'est du temps et de l'énergie que je ne mets pas dans peut-être mieux comprendre mes joueurs, peut-être mieux préparer mes exercices, mieux avoir des meilleurs retours et une meilleure analyse sur mes exercices. Donc, l'analyse, déjà, elle part de là. Parce qu'il faut faire attention quand tu as beaucoup de données à pas te noyer en fait dans la donnée et à oublier l'essence du métier qui est le terrain, faire progresser les mecs. Et c'est quelque chose sur lequel je mets en alerte parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir la donnée comme voilà, la donnée peut tout prédire, la donnée peut. Non, il faut être mesuré dans les propos. La donnée, elle apporte une analyse, elle permet peut-être d'avoir une meilleure décision. Par contre, c'est pas elle qui fait progresser ton mec. Et ça, faut être bien clair là-dessus. Donc, je me dirige un peu là-dedans et je me forme dans l'analyse de données. Donc, je me forme sur Excel, sur Power BI, sur Python, sur pas mal de choses pour pouvoir être beaucoup plus efficace derrière dans le traitement des données, dans le nettoyage de la donnée, dans l'analyse, dans le reporting, dans toutes ces choses, dans l'automatisation des données. Et effectivement, ça me fait gagner un temps monstrueux. Et après, après, tu peux développer des concepts un petit peu plus pointus, comme il y en a qui l'ont développé déjà par le passé, des moyennes mobiles exponentielles. Après, tu as plein de méthodologies, quoi. Avec les données, tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux. Tu peux essayer de, de prédire, même si j'aime pas ce mot, tu peux essayer de prédire un petit peu les performances, tu peux essayer d'évaluer les risques de blessures, etc.
Donc, il y a quand même des possibilités qui sont très importantes. Et, euh, et pour moi, ça va aller crescendo. Tu vas avoir beaucoup plus de données, toujours plus de données. Et c'est pour ça qu'il est très important, à mon sens, d'avoir une double casquette qui est analyse de données, donc data analyst, data scientist, en fonction des compétences que tu as en développement, et la casquette métier. Donc, ce qu'on appelle la casquette métier dans la data, c'est la compréhension métier. Et ce que tu vas rendre, que ce soit à ton coach, au préparateur physique, au staff technique, ce que tu vas rendre en termes d'analyse de données. Parce que si tu rends quelque chose qui est top sur le plan technique en termes de data, top en termes de développement, mais que c'est à côté de la plaque en termes de métier, en fait, tu n'as rien compris. Si ton préparateur physique, j'essaie de te donner un exemple concret, mais tu peux rendre quelque chose de très propre sur le plan technique d'un rapport d'un match. Et puis, l'entraîneur va te dire, ouais, mais lui, il a joué que 15 minutes. Tu me compares deux choses qui sont incomparables. Tu vois, si le data scientist, il n'a pas la compréhension métier, il va perdre du temps dans l'analyse, il va perdre du temps dans ses reportings, etc. Et ça ne va pas être optimal. Donc, à mon sens, les data scientists, en tout cas dans les sports de haut niveau, ils doivent avoir une double casquette qui est technique en termes de, enfin même une triple casquette, technique en termes de dev, en termes de codage, etc. Euh, une compréhension mathématico-statistique pour pouvoir mettre en place des modèles si besoin, et puis une compréhension métier qui doit être primordiale. Primordial. Ouais, c'est intéressant, ta vision sur cet aspect-là. Pour toi, sur les rapports, qu'est-ce qui Ouais. est le plus pertinent à faire apparaître, donc à transmettre au coach, au staff, au prépa, au médical? Est-ce que c'est des choses plutôt simples et pertinentes ou est-ce que tu essaies d'avoir un maximum de choses, quitte à être très complexe et ensuite d'en discuter avec eux? Pour moi, ça va dépendre de la discussion que tu vas avoir avec ton staff. Tu as, des coachs ou des préparateurs physiques, ils vont vouloir avoir toutes les données, etc., détaillées, et eux-mêmes aller approfondir le compte-rendu, etc. Et tu as des coachs qui vont te dire, non, non, mais attends, écoute, moi, tes chiffres là, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste que tu me dises, euh, est-ce qu'il y a un risque un petit peu plus accru sur tel ou tel joueur? Euh, voilà. Donc, il faut, ça, je pense que c'est des choses qu'il faut discuter en interne dans le staff. Et puis, bah, dans ce cas-là, tu construis le compte-rendu en fonction des besoins et des attentes du staff. Tu en as qui vont vouloir avoir beaucoup de précision sur des indicateurs. On peut rentrer après dans le détail des indicateurs si tu veux. Et puis, tu en as, ils vont vouloir te dire, non, non, moi, je veux juste ça, et c'est tout. De toute façon, je ne vais pas aller voir le compte-rendu, je veux juste les informations qui ressortent principalement des données qu'on a traitées. Et puis, bah, tu en as qui vont vouloir avoir beaucoup plus de détails. Par exemple, qui vont vouloir des détails sur leur jeu, le jeu qu'ils ont mis en place, qu'est-ce que ça a engendré en termes d'efforts explosifs, qu'est-ce que ça a engendré en termes de vitesse, en termes de charge métabolique, de plein de choses. Donc après, c'est la sensibilité des coachs, des prépas qui vont dicter un petit peu l'analyse de la donnée et les rapports que tu peux créer. Ok. Et c'est vrai que ça peut vite être très complexe et même problématique parce qu'on travaille sur de l'humain. À un moment donné, les données, elles nous aident, mais tout ne va pas pouvoir non plus être expliqué par de la donnée. C'est-à-dire qu'il y a un tas de facteurs. Il y a le modèle de la blessure en 2021 là, qui est sorti de West. Les collaborateurs, on s'aperçoit que la blessure, elle peut être liée à presque 40 ou 50 paramètres. Donc, la donnée, elle va nous aider à corréler la charge interne du joueur, les données aussi externes. Mais parfois, tu vois, quand tu disais tout à l'heure,
Le coach veut savoir est-ce qu'on a un risque accru sur telle donnée. Ça peut être, on peut donner des tendances, mais ça peut être difficile d'avoir une ligne directrice et d'être convaincu par une idée à 100%, quoi. Ouais, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, on serait remplacé par des robots. Mais effectivement, c'est pour ça que je parle d'évaluation de risque et pas de prédiction. C'est-à-dire que je ne vais pas lui dire à lui, il faut le sortir parce que voilà, il y a tant de choses qui font que Bien il sûr. va se blesser. Je peux pas, c'est impossible. C'est impossible. Le foot, c'est trop contextuel. La blessure, c'est trop multifactoriel pour être capable de dire ça. Et je suis intimement persuadé qu'on sera incapable de pouvoir prédire une blessure le tel jour. Et j'espère qu'on n'y arrivera jamais parce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, on perd de la magie, quoi. Si on est capable de tout prédire. Mais je suis persuadé que ça n'arrivera jamais. L'idée, c'est de se dire plutôt, on évalue qu'il y a peut-être plus de chances que la normale qui est une blessure. Donc, on a un œil sur le joueur. En fait, déjà, par exemple, les répercussions que ça peut avoir, c'est si tu as une alerte un petit peu, entre guillemets, sur un joueur, peut-être que ce joueur-là, tu vas y prêter plus d'attention déjà quand il arrive au vestiaire. Tu vas regarder sa tête inconsciemment, tu vas regarder son corporel, son langage corporel. Tu vas peut-être aller le questionner, voir comment ça va, etc. Tu vas voir s'il est peut-être plus tendu que d'habitude, etc. En fait, ça peut t'aiguiller dans le fait de prendre des décisions avec ce joueur-là. Mais Ouais, bien sûr. en aucun cas, tu dois avoir une donnée et mettre des œillères sur le joueur. C'est pas, ce serait faux de faire ça. Ce serait totalement faux et ce serait dangereux même. Bien sûr. Et je suis persuadé de ça, que il y a d'un côté l'expertise et toutes les connaissances que chacun a et qu'on doit apporter aux joueurs, mais il y a aussi la capacité à faire adhérer en fait ce projet-là parce qu'on est avant tout entraîneur, tu vois, et dans le mot entraîneur, il faut amener, traîner avec soi, essayer de guider son groupe ou ses joueurs à un chemin qu'on estime être le plus juste possible, avec le moins d'embûches et d'obstacles, mais qu'on estime être le plus juste. Après, un seul chemin de la performance n'existe pas. On peut y arriver de différentes façons. Mais c'est vrai que je pense, il est plus important de manière psychologique de faire adhérer ces joueurs sans avoir toutes ces données et on va dire en y allant un peu plus à l'aveugle, mais vraiment voilà, avoir cet échange avec les joueurs et un coach qui a moins de compétences techniques et quand je dis technique, c'est du domaine de la psychologie, de la physiologie, de la biomécanique, par rapport à un coach qui, au contraire, a toutes ses compétences, mais va rester froid et va avoir du mal à transmettre ses idées. Parce qu'au final, le groupe, les joueurs, c'est eux qui te suivent. Et si tu es inspirant dans ta pratique, peut-être que certains manques de compétences peuvent être comblés. Tu vois, parce qu'au final, le joueur, peut-être qu'il ira plus loin. Il ira plus loin dans la performance. Carrément, carrément. Et à contrario, tu peux être le plus compétent du monde possible, mais si dans la transmission du message, tu n'y arrives pas, c'est problématique. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu cette analogie entre la théorie et la pratique, quoi. On peut aussi avoir un peu tout ça. Non, mais c'est sûr que c'est sûr que le nez, comme on l'appelle, il doit pour moi être très présent et prioritaire sur toutes les autres décisions. Ça peut être, pour moi qui analyse les données, ça peut être contradictoire de dire ça, mais j'ai vécu ces choses-là sur le terrain et malheureusement, l'instinct te trompe.
quand même assez rarement. Assez rarement. Des fois, tu vas te dire, moi, je me souviens d'un mec, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, je me souviens d'une séance où je vois un mec, je le vois, donc aucun indicateur au rouge. Je vois le mec avant la séance, je ne le sens pas. Putain, mais il a un truc, il a quelque chose. Euh, non, ça va, ça va. Mais vraiment, je me dis, il va se péter. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il va se péter parce qu'il y a quelque chose sur sa tête qui me fait dire qu'il va se péter. Et il se pète. Donc, et puis toi, tu te dis, mais est-ce que j'ai bien fait de le laisser s'entraîner en fait? Est-ce que j'ai bien fait de le laisser s'entraîner? Parce que il n'y avait rien en termes de données qui me disait qu'il allait se péter, mais il y avait ce nez qui me disait qu'il allait se péter. Il se pète. Donc, à un moment donné, l'instinct et ce que tu ressens en tant que personne, ça peut être beaucoup plus prédictif que toutes les données que tu peux amasser, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et comme on dit, la pratique, c'est facile en théorie. Mais voilà. Ok, Bastien, c'est top. Je vais finir sur quelques questions de fin pour conclure. C'était assez riche. Et encore merci, c'était top. Ça m'a fait plaisir de discuter de tout ça avec toi. Euh, Aujourd'hui, comment restes-tu au courant des nouveautés scientifiques? Comment tu continues à apprendre au quotidien? Est-ce que tu as des canaux d'apprentissage préférentiels? Alors, au risque d'en décevoir certains, Je n'apprends plus rien depuis la sortie de l'Afrique. c'est ça. Non, non, au contraire, c'est là où tu commences à comprendre pourquoi tu allais dans certains cours là. Non, non, en termes sur les veilles scientifiques, alors je lis les études, hein. J'en lis beaucoup, j'en lis toujours, mais la plupart, elles me gonflent. Elles me gonflent parce que en fait, je peux plus maintenant qu'on vienne me dire, ouais, il faut faire ça parce que dans l'étude là, ça vient de sortir ça. Ouais, ton étude, elle est sur 12 volleyeurs du championnat de je ne sais où là. Donc, il faut faire cette méthode-là. En fait, les études, pour moi, il faut vraiment qu'elles se contextualisent. Et je suis fan, par contre, en fait, je trouve que les meilleures études, c'est les études, entre guillemets, les expérimentations que les préparateurs physiques, les entraîneurs, ils mènent sur le terrain et qui ne publient pas. Ils ne publient pas parce qu'on n'est pas dans un labo, parce que ils n'ont pas on va dire le chemin un peu universitaire, etc. Pour moi, les meilleures études, c'est celles-là, parce que c'est des études c'est appliqué. Je suis Du domaine de l'empirique et de l'expertise, de l'expérience. forcément de l'empirique, mais de l'appliquer. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu vas pas quantifier, etc. Tu vas le quantifier, tu vas faire ton protocole, etc. Mais c'est appliqué. C'est appliqué au terrain, c'est appliqué au contexte du terrain. Tu as quand même beaucoup, beaucoup d'études qui sont, euh, qui sont quand même voilà, axées un peu recherche fondamentale. Moi, dans le spectre recherche fondamentale, recherche appliquée, moi, ce qui m'intéresse, ça va vraiment être le côté recherche appliquée. Pour moi, les recherches fondamentales, c'est très bien, ça permet de comprendre certains processus, mais tu ne peux pas changer de méthodologie, appliquer une méthodologie dans ton contexte si, si tu n'as pas de référence en termes de recherche appliquée dans ton contexte. Donc voilà, donc je lis encore pas mal d'études. J'accorde plus d'importance au tout ce qui est méta-analyse, tout ça, où tu as quand même déjà de la matière. Voilà. J'accorde pas mal d'importance sur les études qui sont très recherche appliquée. Et tu m'as demandé mon canal d'apprentissage préférentiel. Et pour moi, mon premier canal d'apprentissage préférentiel, c'est les échanges que j'ai avec tous les acteurs du milieu sportif, les entraîneurs, les préparateurs physiques, les data scientists, donc des clubs, des fédérations. Et c'est comme ça que je me forme, moi, en priorité, en tout cas. Parce que,
parce que c'est factuel, c'est du terrain et c'est le sens que je donne en tout cas à mes interventions. Voilà, même si j'ai une veille scientifique sur ce qui se fait, je lis quelques livres, voilà. Mais j'essaye de faire attention quand même aux publications maintenant de plus en plus. De plus en plus. Alors que quand j'étais à la fac, j'avais une étude, c'était la révolution. Quoi. La révolution. Tu as une nouvelle étude, c'est la révolution, il faut faire ça. Non, mais c'est vrai, pas du tout. Ça ne remet pas en cause tout ce qui a été fait avant non plus. Parce qu'il y en a qui Ah, ont été performants et bien sûr. avant que l'étude sorte. Du coup, des livres, c'est quoi le dernier livre que tu as lu ou que tu es en train de lire? Le dernier livre que j'ai lu sur le plan de la préparation, enfin sur le plan de l'entraînement, Sur tous les plans. Sur tous les plans. sur tous les plans. Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est Gomorrah de Robert Saviano, je crois Roberto Saviano. Regardez, Roberto Saviano. C'est un livre qui parle un peu de la mafia. Voilà. Je suis très je suis très livre d'investigation avec des reportages, des journalistes d'investigation qui vont faire des études sur le terrain, comme d'habitude, et qui rapportent un petit peu les faits avec plus ou moins de recul, mais j'adore ce genre de livre. J'adore ce genre de livre, les livres un petit peu de journalisme d'investigation. Voilà, le Ok. dernier. Je suis Top. assez. J'essaye de me déconnecter du sport quand je suis plus dans ma journée de travail un petit peu. Voilà, je suis passionné hein, de sport. J'en regarde à la télé, mais beaucoup moins que quand j'étais plus jeune. Je me déconnecte assez maintenant de ma vie professionnelle et en dehors, j'essaie de faire totalement d'autres choses. Je pense que Donc, c'est aussi une force, une qualité que d'arriver à s'ouvrir à d'autres milieux. Et je pense que c'est hyper important pour la santé mentale, pour la socialisation, voilà, pour la culture générale, d'arriver à se sortir et de se développer dans d'autres milieux. Hein. Je suis complètement d'accord. Moi aussi, c'est ce que je fais. Euh, qui tu me conseillerais d'inviter sur une prochaine interview? Ça peut être ah, une personne ou ça peut être un métier, un corps de métier que tu aimerais écouter. il y en a. Je vais peut-être en fâcher là si je. Non, mais après, Tu peux en dire il y a plein trois. de, il y a plein de gens que je trouve, il y a plein de gens que je trouve hyper intéressants dans leur domaine respectif. Euh, donc, du domaine du sport, ouais, on Ouais. va rester dans le domaine du sport. Ou s'il y a des personnes hyper intéressantes que tu aimerais écouter, je suis preneur aussi, écoute. Euh, je réfléchis. Prends ton temps. Après, il y a pas mal de. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, qu'il y a beaucoup de personnes intéressantes. Après, ça dépend du domaine un peu dans lequel tu vas approfondir. Tu vas approfondir. Moi, j'ai été assez. J'ai adoré travailler avec Pierre Sage, par exemple, cette année, qui travaille, qui est un entraîneur, qui travaille beaucoup avec la périodisation tactique. Même si je le dis de base, je n'étais pas un grand fan de la périodisation tactique. Euh, en tout cas, c'est quelqu'un qui, en termes d'apprentissage, euh, m'a beaucoup appris. J'ai plein de, franchement, en termes sur la préparation physique, euh, Fabien Richard, dans son domaine, c'est quand même une pointure. Euh, j'ai été très marqué, moi, par les quelques cours que j'ai eu avec Didier Reis. J'ai été très marqué par ce prof-là. Je suis d'accord avec toi. Je trouvais exceptionnel. Les interventions de JB Morin, je trouve encore, à chaque fois qu'il parle, c'est incroyable. J'adore. J'ai regardé là, le séminaire avec le
médicale de Clairefontaine. Je trouve qu'à chaque fois qu'il parle, c'est pile dedans, quoi. Quand il parle de retour au sport là, par rapport à son profil force-vitesse, je trouve, voilà, à chaque fois, c'est pile dedans. Sur la réathlée, j'ai bien aimé bosser avec Florian Scarpit, Paul Rigaudot qui est à l'OL actuellement, que je trouve très bon aussi dans ces domaines-là, qui a fait un passage à Clerf aussi. Voilà. Après, il y en a plein. C'est déjà pas Voilà. mal parce qu'il faut que j'envoie toutes ces invitations. Non, mais j'ai parlé avec Flo en plus, d'ailleurs, c'est ça qui m'a, il y a quelques temps, ce que je t'ai dit, ça sera aussi une occasion de. Effectivement, toutes les Ouais. personnes que tu as citées, c'est des mines d'or de savoir et d'informations et de pertinence dans les propos. Voilà, je suis d'accord avec toi. Non, mais voilà, Après, j'ai tu vois, sur d'autres domaines qui sont un petit peu, qui sont un peu transversaux. Là, je discute avec un mec en ce moment qui s'appelle Pierre Arthur, qui lui travaille dans le développement, donc qui code. Mais pareil, il m'apprend énormément sur le plan technique, en termes de développement. Et puis, c'est des mecs qui sont hyper ouverts sur tout, qui sont plein de bonnes vibes, quoi, qui sont ouverts sur plein de choses. Et en fait, c'est plutôt cet état d'esprit-là, moi, qui m'attire. C'est les personnes qui sont capables de discuter de tout avec tout le monde. Et je trouve que c'est ça l'apprentissage. Ok, c'est top. Une bonne conclusion. Je pense que c'est une bonne conclusion de Une podcast. bonne conclusion, tu Ouais, penses? je pense que c'est pas mal. Je vais arrêter l'enregistrement. Reste avec moi 2 petites minutes. J'espère que l'épisode va plaire. En tout cas, moi, je me suis régalé. Merci à toi, en tout cas.